Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à une autre édition des capsules au-dessus de nos têtes. Donc, ces capsules d'astronomie interactive qui ont lieu en direct toutes les 2 semaines du Planétarium. Alors, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au Planétarium Rio Tinto Alcan. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, qui est à la technique aujourd'hui, mais qui est éducateur et concepteur scientifique au Planétarium. Salut Maxime. Salut Myriam, comment ça va? Ça va toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, donc notre thème de notre capsule, vous pouvez peut-être le deviner en regardant derrière moi ces petites lettres ISS qui se trouvent derrière moi, ou SSI en français. On va parler de la Station spatiale internationale, donc ce laboratoire en orbite qui tourne autour de la Terre et qui est en permanence habité depuis les 20 dernières années. Alors aujourd'hui, on va parler de la station spatiale et plus spécifiquement de comment l'observer, parce qu'on peut la voir dans le ciel. Donc, on va parler de ce thème-là. Et une des raisons pour laquelle on a choisi ce thème, c'est parce que bientôt au Planétarium, on va avoir un spectacle, un nouveau spectacle astronomique qui va sortir dans un de nos dômes, dans nos dômes en fait. Et on va parler de la station spatiale. On va voir la vie à bord de la Station spatiale internationale. Alors, dès que le planétarium va pouvoir rouvrir, normalement, en coin de février, le spectacle devrait sortir, devrait être à l'affiche. Donc, je dis février, mais on est tous conscients que ça ne tient pas de nous. Si on pouvait, on serait ouvert pour vous accueillir. Alors, et petit rappel, comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire dans le fil de commentaires sur notre vidéo Facebook. On va se faire un plaisir d'essayer d'y répondre, soit en direct ou par la suite par écrit. Alors, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. On va commencer, comme toujours, par aller explorer le ciel de ce soir. Alors, Durant ce temps-là, j'en profite aussi pour inviter tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Que ce soit sur le thème de la Station spatiale internationale, ou sur d'autres thèmes, on va prioriser les questions sur le thème de la soirée. Mais si jamais on sent que c'est pertinent et qu'il y a beaucoup d'intérêt, on va essayer de répondre à d'autres questions. Oui. Donc, alors, nous voici. Donc, toujours sur mon petit logiciel Stellarium, donc le ciel qu'on peut voir présentement s'il n'y avait pas de nuages. Donc, certains l'ont peut-être vu cette semaine. On a pu observer la station spatiale qui a passé dans le ciel. Et ce soir aussi, on pouvait la voir. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait des nuages, donc je n'ai pas pu l'observer. Mais on va pouvoir ici observer les constellations, observer le ciel et la station spatiale. C'est l'avantage d'avoir une représentation du ciel par ordinateur, c'est que la météo, ce n'est pas un facteur. Alors, ce qu'on peut voir dans le ciel, ces temps-ci, comme toujours, alors après le coucher du soleil, du côté ouest, on peut voir nos deux belles planètes, nos deux géantes gazeuses, toujours fidèles au poste, qui sont là. Donc, Saturne et Jupiter, qu'on peut voir en début de soirée et qui se couchent de plus en plus tôt. Mais heureusement, il fait aussi noir de plus en plus tôt. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut les voir quand même. Donc, on peut voir ici nos planètes, donc Jupiter et Saturne, Jupiter étant la plus brillante, et juste à côté, Saturne, un petit peu moins brillante dans le ciel. Alors, pour se repérer, je vais maintenant nous orienter du côté nord, parce que là, on regardait vers l'ouest. Hein, toutes les planètes, toutes les étoiles, quand elles se couchent, elles vont se coucher vers l'ouest et à l'inverse, se lever à l'est. Alors, si on se tourne vers le nord, bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut apercevoir le chaudron ici de la Grande Ourse, donc qui est une partie de la constellation de la Grande Ourse, qui est en fait beaucoup plus grande. Alors, la Grande Ourse, on peut apercevoir ici. Et on ne se fait jamais assez dire. Alors, on va trouver l'étoile polaire. Donc, on prend ici la paroi du chaudron opposée au manche. On la continue vers le haut du chaudron et on arrive
à l'étoile polaire, donc l'étoile principale de la queue de la petite ours, donc qui va ici nous pointer vers le nord. Alors, on se souvient, hein, lorsqu'on a trouvé l'étoile polaire dans le ciel, lorsqu'on y fait face, eh bien, on va faire face au nord. Alors, derrière nous, ça va être le sud, à droite, l'est, et à gauche, l'ouest. Alors, on a nos constellations circumpolaires qui sont visibles autour de l'étoile polaire, donc ces constellations qu'on peut toujours observer dans le ciel, comme la grande ours, la petite ours. Et à l'est, on peut voir de nouvelles constellations qui commencent à apparaître. Donc ici, qui vont être nos constellations d'hiver, qui est les constellations sur lesquelles je vais plus me concentrer aujourd'hui parce que ça va être les plus brillantes qu'on peut voir dans le ciel. Et elles vont être de plus en plus hautes dans le ciel au fur et à mesure que l'hiver va s'installer. Et c'est des constellations très faciles à repérer, même en pleine ville. Alors, j'ai avancé un petit peu le temps pour leur laisser le temps de se lever un peu plus au-dessus de l'horizon. On va arrêter ici. Elles sont quand même assez hautes. Alors, peut-être que certains qui ont déjà écouté nos capsules, vous pouvez commencer déjà à en repérer une particulièrement qu'on peut voir présentement sur notre écran. Il y a beaucoup de noms. Hein? Attendez, je vais enlever le nom des étoiles parce qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Donc, si on regarde au centre de mon écran présentement, on peut voir 3 jolies étoiles qui sont alignées ici, qui vont être ce qu'on appelle la ceinture d'Orion, donc le cœur de la constellation d'Orion, qu'on peut dessiner comme ça. Donc, il y a la forme d'un sablier avec les étoiles les plus brillantes. Donc, on a les 3 étoiles qui font la ceinture d'Orion et on peut tracer un sablier comme ça dans le ciel. Avec nos 2 étoiles les plus brillantes, donc une qui va être bleutée ici et une autre qui va être rougeâtre. Et moi, ce que j'aime bien c'est une fois qu'on a trouvé la constellation d'Orion, c'est très facile de trouver d'autres étoiles dans le ciel. Par exemple, si on trace une ligne imaginaire entre les étoiles de la ceinture d'Orion et qu'on la prolonge d'un côté, on monte vers le haut du ciel, on va arriver à une étoile rougeâtre, donc l'étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau. Donc, on peut voir ici Aldébaran qui va être l'œil du Taureau autour d'un amas ouvert d'étoiles en forme de V ici qu'on appelle les Hyades. Et on peut voir ici les Pléiades, donc un autre amas ouvert, donc de petites étoiles qui sont très, très près et très brillantes, donc faciles à observer dans le ciel. Donc, si on revient à notre constellation d'Orion, donc j'espère que vous la voyez encore bien avec sa ceinture ici. Donc, on va faire la même chose. On va relier les 3 étoiles de la ceinture par un trait, mais cette fois-ci, on va le prolonger vers le bas du ciel. Regardez, donc si on prolonge notre ligne, on atteint une étoile très, très brillante. Peut-être que dans mon logiciel, ça ne paraît pas, mais vous allez la voir dans le ciel, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, c'est la 2e étoile la plus brillante, l'étoile Sirius, dans le Grand Chien. C'est la 2e étoile la plus brillante de tout le ciel qu'on peut voir depuis la Terre. Est-ce que vous connaissez l'étoile la plus brillante? C'est le Soleil. Et oui, donc après le Soleil, Sirius va être l'étoile la plus brillante qu'on peut observer dans le ciel, cette fois-ci, elle, dans le ciel nocturne, plus particulièrement le ciel d'hiver. Alors, on a ici donc Orion, on a le Grand Chien ici, et on a le Taureau plus haut, avec la Lune pas très loin ce soir. Mais au fur et à mesure que les jours vont passer, la Lune, elle va se déplacer dans le ciel. La Lune, elle, un peu comme les planètes, ce sont des astres qui vont se promener dans le ciel, contrairement au ciel étoilé. Donc, les constellations vont sembler fixes dans le ciel. Certes, les constellations qu'on peut voir dans le ciel vont changer au fil des saisons, mais elles ne vont pas se déformer. Donc, Orion a toujours cette forme-là. La Grande Ourse a toujours la même forme. Tandis que les planètes, au fil des jours, elles vont se promener à travers les constellations. Donc, parfois, une constellation peut être dans la constellation, une planète peut être dans la constellation du Sagittaire, ensuite dans le Poisson, dans une autre. Elles vont se promener de constellation en constellation. Et c'est la même chose pour la Lune.
Donc, si regardez, on va regarder notre ciel. Donc, ça, c'est la position de la Lune aujourd'hui. Et si on avance d'une journée, donc d'une rotation de la Terre, donc le lendemain, vous allez voir que la Lune, elle va s'être déplacée. Et Mars, un tout petit peu aussi. Peut-être que vous pouvez le voir. Donc, si j'avance encore, on peut voir la Lune et Mars qui vont se déplacer par rapport au fond d'étoiles qui vont être fixes derrière. On va revenir à notre date d'aujourd'hui. Donc, nous, on est le 26. Voilà. On peut voir ici donc quelques petites constellations d'hiver. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est, je voulais vous montrer en fait la Station spatiale internationale, plus particulièrement. Donc, la Station spatiale internationale, elle, ces temps-ci, on va la voir, donc elle va se lever à l'ouest, contrairement à tout le reste du ciel. Je l'ai dit tantôt, là, donc tout se lève normalement, étoiles, planètes, soleil, lune. Tout ce qu'on peut voir de naturel dans le ciel va se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Eh bien, la Station spatiale internationale, elle, c'est l'inverse. Donc, elle va se lever du côté ouest, donc du côté où le soleil s'est couché. Alors, on va tourner, on va changer notre perspective. On va regarder vers l'ouest et on va aussi voyager dans le temps pour voir un passage de la station spatiale. Au lieu de revenir dans le passé, bien, on va aller voir, on va voyager dans le futur. Donc, on va aller demain, donc le 27. Alors, ça va être à 17h37 qu'on va pouvoir observer la station spatiale dans le ciel et on va aller voir de quoi ça a l'air. Et s'il fait beau, bien, vous irez l'observer vous aussi. Vous me direz si ça a l'air de la même chose. Alors, je vais reculer un petit peu. OK. Donc, je vais avancer, je vais accélérer un petit peu le temps. Donc, là, vous voyez, là, elle vient d'apparaître. Donc, le point lumineux qu'on voit là, donc c'est la station spatiale qui orbite autour de la Terre. Ça lui prend environ 90 minutes de faire une orbite autour de la Terre. Donc là, le temps, il est un petit peu accéléré, mais regardez ici, je le mets en temps réel. Donc, on peut vraiment quand même la voir se déplacer dans le ciel. Donc, il y a des passages de la station spatiale qui vont être plus lumineux que d'autres. Parfois, elle va monter pas mal haut dans le ciel. On peut avoir presque traversé tout le ciel d'ouest en est. Parfois, on peut à peine la voir sortir à l'horizon. Elle va être moins brillante. Donc, ça va dépendre des passages. Mais cette semaine, tout au long de la semaine, on était quand même chanceux. On avait beaucoup de passages très brillants qu'on pouvait voir et qui étaient assez hauts pour qu'on puisse les observer. Donc, vous la voyez un petit peu ici traverser le ciel. Et ce qui est assez spécial, c'est que si j'avance, je vais accélérer un tout petit peu le temps. Donc, on la voit monter dans le ciel. Et vous allez voir, éventuellement, elle va disparaître. Éventuellement, elle va aussi, on a l'impression que des fois, elle peut accélérer. Mais regardez, des fois, elle ne va pas nécessairement se rendre à l'autre bout, je ne sais pas, le passage de demain. Oh, voilà. Avez-vous vu? Elle a juste disparu comme ça. Donc, en fait, elle n'a pas disparu, elle est rentrée dans l'ombre de la Terre. Donc, ça, c'est une autre chose assez particulière de la station spatiale. Puis, on va en parler un petit peu plus tard de pourquoi elle va disparaître comme ça dans le ciel. Mais avant de poursuivre, Maxime, est-ce qu'on a des questions des gens, peut-être sur le ciel étoilé, avant qu'on passe à autre chose? Ben, si je me qualifie comme Jean, moi, j'en ai une question. J'ai une question pour les spectateurs qui nous écoutent en ce moment. Je me demandais, avez-vous déjà vu passer la Station spatiale internationale? Vous êtes-vous déjà posé la question si ce que vous voyez était la Station spatiale internationale? Donc, n'hésitez pas à nous l'écrire, puis nous rapporter ces témoignages-là. Donc, peut-être vous poser des questions. Est-ce que ça bouge vite? Comme on vient de le voir, là, ça prend quelques minutes à traverser le ciel au complet. Ça bouge généralement à la vitesse d'un avion. En tout cas, je ne dévoile pas trop de choses, mais si vous avez des questions, si vous demandez, si vous voulez un peu plus de clarification, n'hésitez pas à nous l'écrire et puis témoignez-nous si vous avez déjà observé ça. Parfait. Bien, si on n'a pas d'autres questions là-dessus, on va maintenant aller, on va changer de perspective.
Donc, on va en rester là pour de quoi ça a l'air depuis le ciel étoilé. Et on va en fait, je vais utiliser une autre application qui va nous permettre d'aller voir la station spatiale, mais depuis l'espace. Est-ce que ça a de l'allure, Maxime? On a des commentaires qui rentrent? Ouais. OK. Alors, bon, je vais vous partager maintenant une autre fenêtre de mon écran. Donc, j'espère que ça va marcher et que ça ne va pas être... que vous allez pouvoir voir correctement. Donc, alors ça, c'est une petite application gratuite pour ordinateur qu'on peut trouver. C'est créé par la NASA. Celui-ci s'appelle Eyes on the Earth, donc pour observer la Terre. On peut voir quelques satellites qui sont en orbite et présentement, on voit où ils sont en vitesse réelle. Donc, en cliquant ici sur Real Time, je vois où ces satellites sont en temps réel et à quelle vitesse ils vont. Et si vous regardez juste en bas ici, je vais changer ma perspective, on a ISS. Donc, ISS, c'est le petit surnom de la Station spatiale internationale en anglais. Ça fait ISS pour International Space Station. Donc, en français, on peut aussi dire SSI pour Station spatiale internationale, mais je m'excuse d'avance, ça se peut que la déformation professionnelle, je dise ISS en anglais. Alors ici, si on va aller voir de quoi a l'air la Station spatiale. On va... Ah, voilà. Donc, vous pouvez ici voir la Station spatiale. Donc, c'est très, très gros quand même. Donc, comme je l'ai dit au début, la Station spatiale internationale, c'est le plus gros laboratoire en orbite. En fait, c'est le plus gros engin spatial artificiel qui a été mis en orbite. Pour vous donner un peu une idée, donc, elle fait à peu près 100 mètres par 70 mètres par 30 mètres. Bon, c'est quand même gros. Pour vous donner une idée de grandeur, une des raisons pour laquelle j'ai pris cette application-là, c'est Maxime qui a fait cette petite trouvaille. On peut comparer la taille, par exemple, à un autobus scolaire. Donc, si vous voyez, il y a un petit autobus scolaire ici qui est apparu. Donc, vous pouvez voir, donc, comparé à un autobus scolaire, donc la taille de la Station spatiale internationale, ou si on la compare à la taille d'une scientifique, donc juste ici, au-dessus. Donc, et j'essaie de vous montrer, désolée, je vais dézoomer finalement. Donc, on a ici la taille d'une personne par rapport à notre Station spatiale internationale. Donc, c'est fait de plusieurs modules et les grosses bandes qu'on voit ici qui sortent là, ce sont des panneaux solaires qu'il y a au-dessus de la station, tout autour, qui va lui permettre d'avoir de l'énergie, entre autres. Et c'est grâce à ces panneaux solaires-là qu'on peut observer la station spatiale. Donc, juste pour se mettre en contexte. OK? Donc, comme tout satellite, la station spatiale, elle va orbiter autour de la Terre. En fait, elle va orbiter dans le même sens que la Terre, elle tourne sur elle-même. Sauf que la station spatiale, elle tourne plus vite que la Terre, environ une quinzaine de fois plus vite que la Terre, ce qui fait en sorte qu'elle va faire un tour en environ 90 minutes, donc 1h30. Donc, chaque 1h30, les astronautes vont avoir complété un tour autour de notre planète, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et la station spatiale, elle est à une altitude de 400 km au-dessus du sol. Alors, c'est quand même assez haut pour nous, simples mortels. Maxime, est-ce qu'il y avait... je viens de te voir apparaître sur mon écran. Oui. Oui, à vrai dire, on est bombardé de questions maintenant. Donc, pour faire un lien avec ce que tu es en train de raconter, que la Station spatiale internationale fait un tour de la Terre en 90 minutes environ, ben, on a Thomas, 7 ans, qui se demande à quelle vitesse va la Station spatiale internationale. Donc, un petit calcul rapide, là, puis je dirais vite comme ça, 28 000 km/h.
Donc, T'as calculé ça, toi, comme Ouais. ça. Wow! 27 non. 000 km/h. C'est quand même vite. C'est Ouais. quand même vite. Oui, c'est très, très rapide. C'est un avion va généralement autour de 800-900 km/h dans ces eaux-là. Donc, c'est plus de 28 fois plus vite. Là. C'est 30 fois plus rapide qu'un avion. Et on fait le tour de la Terre en 90 minutes, effectivement. Ouais. Puis, peut-être qu'on peut aussi lier ça à une autre question. Combien de fois est-ce qu'on peut la voir par nuit, la Station spatiale internationale? Ça va dépendre. Donc, des fois, on ne la voit pas du tout. Des fois, on peut la voir une fois. Parfois, on peut la voir 2 fois. Je pense que moi, c'est le maximum que j'ai vu 2 fois par nuit. Je ne sais pas si, Maxime, toi, tu as vu... Peut-être 3 fois, mais Ouais. la grande difficulté, comme tu en parlais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas la voir à n'importe quel moment de la nuit. Il faut qu'elle soit éclairée par quelque chose. Et justement, il y avait une autre question par rapport à ça. Geneviève qui pose la question, quand la station est dans l'ombre de la Terre, est-ce qu'il fait noir dans la station? Non, parce que il y a des lumières à l'intérieur. Donc, dans ce sens-là, il va y avoir quand même un éclairage artificiel. Mais c'est sûr que si on éteignait cette lumière-là, là, et si les astronautes éteignaient toutes les lumières à l'intérieur de la station et que la station passait dans l'ombre de la Terre, effectivement, il ferait noir comme nous dans nos maisons la nuit quand il n'y a pas de lampadaire qui nous éclaire. Et donc, juste pour revenir un peu sur pourquoi on voit la Station spatiale internationale, juste pour que ce soit un peu plus clair. Donc, la Station spatiale, elle ne va pas émettre sa propre lumière. Donc, elle va réfléchir la lumière du Soleil à cause, entre autres, de ses panneaux solaires. C'est vraiment ça qui va être très, très réfléchissant et qui nous permet de la voir. Sauf que le truc, c'est que pour la voir, il faut que nous, on soit la nuit, pendant qu'elle réfléchisse une partie de la lumière du Soleil. Donc, ça veut dire qu'on peut la voir seulement en début de soirée, donc après le coucher du Soleil, alors que nous, on peut la voir la nuit, mais qu'elle est encore éclairée par le Soleil. Ensuite, quand c'est trop en plein milieu de la nuit, mais la station spatiale, elle va passer dans l'ombre de la Terre tout le temps. Donc, on ne la verra juste pas parce qu'on ne verra pas ces panneaux réfléchir la lumière du Soleil. Et parfois aussi, on peut la voir aux petites heures du matin, avant le lever du soleil aussi. Et là, pendant le jour, elle peut passer au-dessus de nos têtes, elle va réfléchir à la lumière du soleil, mais la lumière ambiante du ciel de jour va être trop brillante pour qu'on voit la station spatiale. Et évidemment, la station spatiale, donc, elle est à 400 km d'altitude, ce qui est beaucoup plus haut que nos nuages. Donc, s'il y a des nuages, on ne peut non plus pas la voir. Ça, c'est une autre chose des fois aussi que j'ai comme question. Donc, il faut que le ciel soit dégagé pour qu'on puisse l'observer. Oui, donc les astronautes, essentiellement, lorsqu'ils passent dans l'ombre de la Terre, ils voient un coucher de soleil au sommet d'un point de vue qui est très élevé, qui est à 400 km d'altitude, mais ils sont encore suffisamment proches de la Terre pour avoir cette sensation-là du soleil qui descend sous l'horizon, essentiellement. Puis 45 minutes plus tard, ils voient un lever de soleil. Donc 16 levées, 16 couchers de soleil par jour pour les astronautes. Est-ce qu'on peut encore appeler ça par jour? Est-ce que leur journée dure 90 minutes ou 24 heures? Ils continuent à évoluer à l'heure de Houston, essentiellement, mais c'est des réflexions intéressantes. Mm-hmm. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'il y ait des éclairages à l'intérieur pour, pas seulement comme nous dans nos maisons, mais souvent on va dormir quand il fait noir dehors. Eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire des micro-journées à dormir quelques minutes, être réveillé quelques minutes. Il y a des limites à faire beaucoup de power nap par jour. Bon, alors, si on revient ici sur la station spatiale, donc, alors, comme on disait, donc ces panneaux, on peut la voir ici autour de la Terre. Et donc, la station spatiale, elle est en orbite depuis 1998. Elle a été assemblée en orbite. Donc, au début, il y avait un seul module qui était là, un module russe qui était en orbite en 1998. Par la suite, il y a certains
d'autres parties de la station qui se sont ajoutées et qui ont été complétées au fil des années. Ça a pris plusieurs années pour finalement arriver à la Station spatiale internationale comme on la connaît aujourd'hui. Mais ce qui est assez particulier, c'est que depuis novembre de l'an 2000, il y a toujours au moins 2 personnes à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Donc, normalement, c'est un minimum de 3 maintenant, mais c'est arrivé dans l'histoire qu'il y en avait seulement 2, si ma mémoire se souvient bien, si je me souviens bien. Mais donc, depuis le 2 novembre de l'an 2000, il y a toujours des humains qui tournent autour de la Terre, qui sont dans l'espace. Donc, c'est quand même extraordinaire de se dire que ça fait maintenant, aujourd'hui, un peu plus que 20 ans qu'il y a en permanence une présence humaine dans l'espace. Donc ça, c'est aussi une autre chose que j'aime beaucoup d'observer la station spatiale, c'est que quand on la voit passer, c'est pas juste un satellite parmi tant d'autres, il y a des gens à l'intérieur qui passent là et qui font leur vie à bord de ce laboratoire volant, on pourrait dire. Alors, est-ce qu'on avait autre chose avant qu'on passe à d'autres petits sujets? On a énormément de questions. Je n'aurai pas le temps de toutes les copier à l'écran. Je peux peut-être faire une petite rafale rapide. Il y a quelqu'un, je trouve ça intéressant, cette question-là. Joanne qui se demande, en allant aussi vite, pourquoi elle ne perd pas des morceaux à cette vitesse-là? Elle soupçonne que c'est parce qu'il n'y a pas de frottement et effectivement, à 400 km d'altitude, il reste qu'une toute petite fraction d'atmosphère. On peut essentiellement dire qu'il n'y a plus d'atmosphère à cette altitude-là. Donc, il n'y a rien pour ralentir la Station spatiale internationale. Elle est dans le vide. On a beau, lorsqu'on voyage dans le vide, on a beau aller à 28 000 km/h ou 100 000 km/h ou peu importe, mais il n'y aura pas de résistance pour faire en sorte qu'il y ait une pression sur les éléments qui pourraient endommager la station. On demandait aussi beaucoup de questions par rapport à d'autres satellites. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la Station spatiale internationale? C'est le satellite le plus brillant qu'on peut voir passer dans le ciel. Et lorsqu'on connaît sa trajectoire, lorsqu'on observe souvent le ciel, on n'en vient qu'à deviner, lorsqu'on voit un satellite brillant passer dans cette région-là du ciel, qu'il y a des bonnes chances que ce soit la Station spatiale internationale. D'autres satellites vont parfois avoir des trajectoires qui vont les amener plus vers le nord, plus dans un axe nord-sud ou sud-nord, par exemple, ce genre de choses. Les flashs iridium, question sur les flashs iridium. Qu'est-ce qu'un flash iridium? Pourquoi ça dure qu'une fraction de seconde? Donc ça, c'est un autre type de satellite qui ont des immenses panneaux solaires très réfléchissants. Et durant quelques secondes, parfois, lorsque le satellite va réorienter ses panneaux, on va recevoir la réflexion du soleil directement vers nous et ça va devenir très brillant pour une fraction de seconde ou quelques secondes. Donc, c'est ça, un flash iridium. Et peut-être, oui? Oui, si je peux juste ajouter quelque chose dans ta lancée de rafale de questions. Aussi, un truc pour reconnaître la station spatiale, disons aussi par rapport aux avions, parce que c'est difficile aussi parce qu'on les voit passer. Donc, comme Maxime le disait, puis comme on l'a dit plus tôt, donc la station spatiale passe toujours dans la même orientation, contrairement aux avions et à d'autres satellites, donc toujours de l'ouest à l'est. Et la station spatiale ne clignote pas. Donc, si vous voyez un gros point lumineux, même si vous vous dites « Ah, c'est très lumineux, c'est sûrement la station spatiale et non pas un petit satellite de communication », si ça clignote, c'est un avion. Effectivement. Si ça clignote, il y a différentes choses qu'on peut voir dans le ciel. Hein. Donc, il y a par exemple, il y a des objets qu'on va voir clignoter, c'est souvent un avion. Il y a des objets qui ne clignotent pas et qui vont très, très vite dans le ciel. Et ça peut être une étoile filante, par exemple. Et le plus mystérieux, c'est qu'il y a parfois des objets qui clignotent, qui zigzaguent et qui bougent très vite. Et ça, c'est des lucioles, généralement. Donc, voilà. Je me demandais où est-ce que tu t'en allais. OK. Alors, bon. Maintenant, bon, le temps file. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut prévoir de voir la station spatiale. Donc, exemple que là, on vous a convaincu, Maxime et moi, vous voulez observer de vos yeux la station spatiale. Par où commencer? Eh bien, il existe plusieurs ressources gratuites en ligne que vous pouvez trouver pour prédire à quelle heure va passer la station spatiale et où elle sera visible dans le ciel.
Donc, je vais vous en montrer un que j'utilise couramment, qui est en fait un site Internet en anglais, mais dont le nom est en anglais, mais que vous pouvez mettre en français. Donc, je vais juste vous partager ici. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, le site Internet s'appelle heavensabove.com. Alors, sur ce site-là, donc la première chose à faire, si vous n'êtes jamais allé, donc vous allez en haut à droite ici, donc vous pouvez changer le langage. Moi, je l'ai mis en français. Et c'est important d'écrire ici votre emplacement, votre position. Donc, présentement, il est sur Montréal, mais lorsque c'est la première fois que vous ouvrez l'application, que vous ouvrez, pardon, le site web, ça va sûrement être écrit n'importe quoi, là. Donc, cliquez dessus. Ça va vous rediriger vers une page. Et vous pouvez entrer votre ville, votre code postal, des choses comme ça. Donc, pour moi ici, par exemple, si j'écris seulement Montréal, je recherche, ça met à quelque part dans la ville. Ça n'a pas besoin d'être au coin de rue près. Donc, votre ville en général, c'est d'habitude assez précis. Donc, une fois que vous êtes satisfait, vous avez aussi l'heure. Donc, nous ici, j'ai mis le fuseau horaire, donc qui est l'heure normale de l'Est. Donc, vous faites actualiser quand vous êtes content. Et voilà, donc ça vous ramène sur la page d'accueil et vous avez ici votre emplacement et votre heure avec ça ici, c'est donc l'heure de Montréal. Bon, là, il y a beaucoup de boutons parce qu'on peut faire plein de choses avec Heavens Above, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, donc sous l'onglet Satellite, vous avez prévision à 10 jours pour des satellites d'intérêt particulier. Et juste en dessous, vous avez ISS, Station spatiale internationale. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez un beau tableau qui vous écrit les passages de la Station spatiale internationale pour la semaine à venir. Donc, jusqu'au dimanche, ici, 6 décembre. Donc, normalement, les prévisions pour les satellites, ça va être pour 10 jours parce que après 10 jours, il faut refaire des calculs puis c'est plus très précis. Alors, en dedans de 10 jours, vous avez vos prévisions pour les 10 prochains jours. Oui, donc, allez plus loin en cliquant sur la petite flèche ici pour voir la semaine après. Alors, je vais revenir à notre semaine ici, donc de jeudi, aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche. Donc, vous avez un tableau ici avec tous les passages. Vous avez la date, la luminosité, c'est la magnitude qu'on peut voir dans le ciel, la magnitude. Donc, j'ai parlé de la magnitude lors de notre première capsule Astronomie 101, au-dessus de nos têtes. Donc, c'est à quel point est-ce que c'est brillant. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus le chiffre est petit et plus c'est brillant. Donc, une magnitude de moins 3,6, c'est très, très brillant. C'est plus brillant qu'une magnitude de moins 2. Mais moins 2, ça reste quand même assez brillant dans le ciel. Donc, en gros, retenez ici que si c'est négatif, ça veut dire que c'est très brillant dans le ciel. Donc, vous avez à quelle heure est-ce que la station spatiale va pouvoir commencer à être vue dans le ciel, à quelle heure la station spatiale va culminer. Donc, ça veut dire à quel point elle va être au plus haut de sa trajectoire dans le ciel. Parce que lorsqu'on observe quelque chose dans le ciel, on veut toujours qu'il soit le plus haut possible. Parce que si c'est bas à l'horizon, bien, des fois, si vous avez une colline, des bâtiments autour de vous dans votre rue, ça va faire en sorte que vous n'êtes pas capable de l'observer. Donc, plus la station spatiale va culminer haut, mieux c'est. Et pour savoir ça, bien, on regarde ici son élévation, donc l'angle qu'elle va avoir dans le ciel. Donc, son élévation, cet angle-là part de 0, 0 étant l'horizon, et 90 étant juste au-dessus de nos têtes. Donc, par exemple, ici, elle culmine à une élévation de 71 degrés. Donc, ça veut dire qu'elle va culminer très, très haut. Et d'habitude, lorsqu'elle culmine haut, elle va être très brillante et on va pouvoir la voir pendant plusieurs minutes. Parce que des fois, il y a des passages qui durent seulement 1 minute, qui vont être bas à l'horizon. Ils ne valent pas tellement la peine d'essayer de les voir, tandis qu'il y a ceux qui sont plus longs et plus hauts. C'est ceux qui sont plus intéressants à observer.
Alors, c'est un peu ça que vous pouvez faire. Et disons qu'on veut regarder là, demain, le 27 novembre, donc vous avez l'information que je viens de vous dire. Si je veux voir de quoi ça va avoir l'air dans le ciel, vous cliquez sur la date ici et ça va vous amener donc, sur une carte du ciel et vous allez avoir donc la trajectoire de la station spatiale dans le ciel avec les heures. Donc, on peut voir qu'elle part de l'ouest, qu'elle va monter près de la Grande Ourse ici et qu'elle va continuer jusqu'à 17h41. Alors, voilà pour les petites informations que vous pouvez retrouver sur Heavens Above. Je vous invite, sinon, il y a des applications mobiles. Je pense que, de ce que j'ai vu, Heavens Above, il y a une application mobile, mais seulement pour Android. Donc, moi, j'ai un iPhone, donc je ne peux pas la télécharger. Je peux aller sur le site Internet via mon téléphone. Mais il existe aussi d'autres applications qui sont disponibles pour Android et pour tous les types de téléphones, en fait. Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est ISS Detector, qui nous permet, en fait, de vous entrer un peu le même principe. Vous entrez votre position géographique, la ville où vous êtes, et ça vous dit les passages de la station spatiale dans les prochains jours. Et ce qui est important de regarder, c'est la durée. Donc, au-dessus de 3 minutes, ça commence à être intéressant. Et de regarder la magnitude. Donc, plus c'est un petit chiffre, plus c'est dans les négatifs et plus c'est brillant. Alors, voilà un peu comment prévoir nos observations de la Station spatiale internationale. Maxime, est-ce qu'on a des questions sur l'observation de la Station spatiale ou liées un petit peu à tout ça? Oui, ben, il y a eu énormément de questions sur la vie des astronautes dans la Station spatiale internationale, mais ça, on aura l'occasion de faire une autre édition de Au-dessus de nos têtes où on parlera un petit peu plus de ça au moment où on va finalement lancer le spectacle qui traite exactement de ce sujet-là. Donc, on va se faire une autre thématique sur les astronautes à bord et le travail, c'est quoi la vie des astronautes, etc. Il y avait quelques questions cependant sur l'observation. On se demandait, entre autres, je ne l'ai pas copié ici, mais est-ce que c'est possible de l'observer au télescope de la Station spatiale internationale? C'est possible si vous êtes très, très bon, mais je ne vous le conseille pas parce qu'elle bouge beaucoup trop vite. Donc, ça va être... c'est impossible d'avoir le temps de pointer vers la Station spatiale et la suivre. Donc, vraiment, la meilleure manière, c'est à l'œil nu. Les quelques personnes qui arrivent à la photographier, c'est parfois, c'est rare, mais des fois, elle va passer, par exemple, devant la Lune. Et donc, certains astronomes amateurs ou astrophotographes vont prévoir son passage devant la Lune. Et là, ils vont préparer leur télescope, leur caméra, bref, leurs instruments. Ils vont pointer vers la Lune et là, réussir à la photographier pendant que la station passe devant la Lune. Mais sinon, à l'œil nu, c'est la meilleure méthode. Ben moi, j'ai déjà tenté l'exercice, puis j'ai déjà réussi à la suivre un petit peu, mais ça prend un bon type de télescope qui se bouge facilement, et ça bouge beaucoup, là, et puis c'est pas très stable, tout ça, mais il y a moyen d'essayer de le faire avec un télescope de type Dobson, avec une base là, facilement mobile, ça fonctionne un petit peu mieux. Et je sais qu'il y en a des maniaques là, qui se programment des trajectoires avec les contrôleurs de leur ordinateur pour essayer de suivre la Station spatiale internationale, mais c'est pas facile. C'est de la programmation avancée à ce niveau-là. C'est possible, mais... pas pour tout le monde. C'est assez avancé, là, effectivement. Moi, c'est en dehors de... Moi, je préfère l'observer à l'œil nu. Voilà. Je pense que ça ressemblait à ça pour les questions sur l'observation. Mais il y en a tellement. On a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, donc très content de vous avoir avec nous. Et on reviendra pour répondre à plus de vos questions par écrit aussi, là, lorsqu'on aura terminé le live. Oui. Donc, on va continuer. Je vais vous partager. Ce qu'on va aller voir maintenant, c'est rendu le temps des éphémérides. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le ciel étoilé pour les prochains jours, autre que la Station spatiale internationale. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour les prochains jours? Donc, on a particulièrement le 30 décembre, on a une pleine lune, mais c'est une pleine lune un petit peu particulière parce que c'est une éclipse lunaire pénombrale.
Donc, de quoi ça va avoir l'air, cette éclipse lunaire pénombrale? C'est que la Lune va entrer dans la pénombre de la Terre et elle va paraître un peu plus sombre qu'une pleine lune régulière. Bon, c'est assez difficile à voir. Pour vous donner une idée, voici de quoi la Lune devrait avoir l'air lors de cette éclipse pénombrale. Et ça, c'est une pleine lune régulière. Donc, c'est un petit peu plus foncé, un peu plus sombre vers le haut de la Lune. Et c'est parce que notre Lune va entrer dans la pénombre de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que la pénombre? Je ne me suis pas trompée, je ne cherchais pas le mot ombre. C'est en fait une sorte d'ombre, on pourrait dire. Donc, comme le Soleil est un disque, donc ce n'est pas un seul petit point, donc ça a vraiment une forme de disque comme ça. L'ombre de la Terre, ce n'est pas seulement juste une ombre avec des contours très bien définis. En fait, il va y avoir une zone, comme on peut voir en haut et en bas, derrière la Terre, qu'on appelle la pénombre. Et finalement, donc, une région d'ombre où aucun des rayons du Soleil ne se rend. Donc, lors d'une éclipse lunaire pénombrale, eh bien, la Lune, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va entrer dans le cône de la pénombre de la Terre. Donc, dans cette région, un peu plus à l'abri du Soleil, mais pas non plus 100% comme dans l'ombre. Et c'est ce qui va faire qu'elle va s'assombrir un peu. Donc, dans le 30 novembre, donc aux petites heures du matin, donc aux alentours entre 2h32 et 6h53, donc c'est assez tôt, la Lune, elle va entrer à environ 80% dans la pénombre de la Terre. Donc, c'est le haut de la Lune qui va entrer dans la pénombre. Donc, c'est le haut de la Lune qui va s'assombrir un peu. Pour être très honnête, à l'œil nu, c'est assez difficile à voir. C'est plutôt si vous la photographiez et que vous avez les bons réglages et que vous la comparez à une photo de la Lune de façon normale, on pourrait dire, pas pendant une éclipse lunaire. Là, vous pourrez voir une différence entre la Lune qui s'assombrit pendant une éclipse pénombrale ou la Lune régulière. Mais ce n'est pas le phénomène le plus excitant de la vie. Mais ça vaut quand même la peine de savoir que c'est là et de savoir justement qu'il y a une région d'ombre et qu'il y a une région de pénombre derrière la Terre. Et parce qu'il y a plein de types d'éclipses lunaires qu'on peut observer. Donc, il y a parfois la Lune régulière, donc juste la Lune sans éclipse. On peut voir des éclipses pénombrales, donc lorsque la Lune est dans la pénombre de la Terre, donc la Lune s'assombrit un peu. Et on peut avoir aussi des moments où la Lune va entrer dans l'ombre de la Terre. Si elle entre de façon partielle, eh bien, on peut voir donc une petite partie de la Lune qui est vraiment assombrie. Et on appelle ça une éclipse partielle. Donc, si ça peut être un petit peu de la Lune qui est dans l'ombre de la Terre, ça peut être la moitié de la Lune ou presque toute la Lune. Donc, si ce n'est pas 100% de la Lune qui est dans l'ombre de la Terre, ça reste une éclipse lunaire partielle. Et là, finalement, si toute la Lune entre dans l'ombre de la Terre, eh bien, elle va être beaucoup plus sombre. Ça va être une éclipse lunaire totale. Et la Lune va prendre une couleur rouge parce que la seule lumière qui se rend à la Lune, ça va être une petite partie de la lumière du Soleil qui va être diffusée à travers l'atmosphère de la Terre et qui donne une teinte rougeâtre à la Lune lors des éclipses totales lunaires. Donc, le 30 novembre, aux petites heures du matin, nous, ce qu'on va voir, c'est une éclipse pénombrale. Je me suis fait une petite note. Donc, si vous voulez voir une prochaine éclipse partielle, là, il va falloir attendre novembre 2021. Donc, d'environ 1 an, on pourra voir une éclipse partielle qui va être vraiment presque pleine, mais pas pleine à 100%. Et pour la prochaine éclipse lunaire totale visible du Québec, visible depuis Montréal, là, il va falloir attendre le mois de mai 2022. Alors, bon, revenons à ce qui se passe dans notre futur rapproché. Donc, à part notre éclipse pénombrale, eh bien, il va y avoir une pluie d'étoiles filantes bientôt. Son pic va être le 13 décembre, mais on peut commencer à l'observer à partir du 7 décembre. Et c'est les Géminides. Donc, cette pluie d'étoiles filantes qu'on peut voir au début de l'hiver.
Donc, le radiant de l'éclipse, donc toutes les météores, toutes les pluies, j'ai dit éclipse, pardonnez-moi, la pluie d'étoiles filantes. Donc, toutes les petites étoiles filantes qu'on va voir vont sembler provenir de la constellation des Gémeaux, d'où son nom, les Géminides. Donc, le pic va être le 13 décembre. On va pouvoir observer jusqu'à 120 météores par heure. Et là, il n'y aura pas de lune le 13 décembre. Donc, ça va être vraiment une très belle soirée, on espère, pour observer les Géminides. Mais on peut déjà commencer à les observer à partir du 7 décembre. Donc, je vais vous parler plus des Géminides lors de notre prochaine capsule qui sera le 10 décembre. Mais comme on peut commencer à les observer à partir du 7, je voulais vous le mentionner. Donc, ça vaut la peine, si vous avez l'occasion, d'aller jeter un œil dehors à partir du 7 décembre pour voir des étoiles filantes. Et sinon, les planètes, alors on les a vues un petit peu tantôt. Donc, on peut voir en début de soirée jusqu'à environ 19h Jupiter et Saturne. Pas mal toute la nuit, donc dès la tombée de la nuit jusqu'à 2h30 du matin, on peut voir Mars qui va traverser le ciel, qui va être là visible très haute, un gros point orangé très brillant. Et nos petites planètes du matin, donc on peut voir Vénus environ aux alentours de 5h30, 6h du matin jusqu'au lever du soleil. Et Mercure, dans les prochains jours, si vous êtes chanceux et que vous avez un horizon dégagé, vous pouvez la voir quelques minutes avant le lever du soleil, mais comptez plutôt sur Vénus pour la planète du matin. Alors, moi, c'est ce qui met fin à notre présentation. Avant de se quitter, je ne sais pas, Maxime, si on voulait prendre encore peut-être quelques questions de vive voix. Oui, absolument. Il y avait une question à savoir, c'était quand la date déjà de l'éclipse pénombrale? J'avoue que j'étais un petit peu distrait par le chat. Oui, non, pas de problème. Attendez, je vais vous remettre comme ça pour que vous ayez un petit visuel. Donc, c'était le 30 novembre. Ah, voilà. Donc, le 30 novembre, donc entre environ 2h30 le matin et 6h50. Donc, le 30 novembre, mais pas la nuit du 30 novembre, bien le matin du 30 novembre, il ne faut pas passer tout droit. Donc, dans la nuit, du 29 au 30. Excellent. Et une autre petite question, celle-là peut être un peu compliquée à répondre. Il y avait beaucoup de questions par rapport à la trajectoire de la Station spatiale internationale. Est-ce qu'elle est toujours sur la même trajectoire? Pourquoi est-ce qu'elle va apparaître à différents angles à ce moment-là? Et c'est pas facile à répondre nécessairement, mais durant que la Station spatiale internationale fait un tour autour de la Terre, comme c'est ici, d'ailleurs, son orbite est inclinée à peu près à 45 degrés de mémoire, peut-être un petit peu plus que ça, environ une cinquantaine de degrés. Donc, ça lui prend 90 minutes pour faire un tour. Si la Terre ne tournait pas, elle passerait toujours au même endroit. Mais durant les 90 minutes que ça lui prend pour faire le tour de la Terre a fait un 16e de tour. Et donc, elle ne va pas repasser exactement au même endroit. Lorsqu'elle va finir par repasser, par exemple, au-dessus de Montréal une deuxième fois, elle ne va pas avoir exactement la même perspective, la même trajectoire à cause de ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer pourquoi on la voit durant 2 semaines, par exemple, on va la voir passer souvent. Elle continue de passer près de Montréal durant les 2 autres semaines, mais elle va passer surtout durant la journée. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'observer non plus à ce moment-là. Oui. C'est aussi pour ça que présentement, je dis qu'on est chanceux parce qu'on peut la voir, on peut la voir le soir, mais aussi d'autres moments où on peut la voir, mais c'est tôt le matin avant le lever du soleil. Donc, dépendamment de notre rythme de vie, on n'est pas réveillé à cette heure-là. Alors, Absolument. Et puis, beaucoup d'autres questions. Peut-être conclure par une question, à savoir, on a parlé d'étoiles filantes. Est-ce qu'il y a une heure idéale pour en faire l'observation? Pour ce qui est des Géminides, si je me souviens bien, le maximum devrait être dans la nuit du 13 décembre, autour de 21h. Mais sinon, selon moi, ce serait pas mal toute la nuit. Vous devriez en voir. Oui, tant que le soleil n'est pas là, puis tant que vous avez le facteur le plus important, ce sera sûrement la météo et la pollution lumineuse autour de vous. On va parler plus en détail de cette pluie d'étoiles filantes et de leur observation dans 2 semaines. Donc, justement, le 10 décembre, on se revoit pour notre dernière émission de 2020
et non pas la dernière au-dessus de nos têtes. On va être de retour, ne vous inquiétez pas, en 2021. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous aurez l'occasion dans les prochains jours d'observer la Station spatiale internationale dans le ciel avec vos propres yeux. Et entre-temps, moi, je vais répondre à vos commentaires dans les prochaines heures ou sinon demain au courant de la journée. Et je vous souhaite une excellente soirée et merci de nous avoir écoutés.